Merci beaucoup, monsieur. Moi, je vais aussi m'exprimer en français, car je ne parle pas un mot de russe. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que tout le monde a mis ses écouteurs, hein? C'est bon. Vous parlez français? Moi aussi. Voilà, alors je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je suis très honoré, très flatté que vous ayez souhaité m'inviter aujourd'hui. J'ai décidé, lorsque j'ai entrepris en quelque sorte la tournée des principales capitaines des pays européens, membres du Conseil de l'Europe, autant que faire se peut, de rencontrer aussi la jeunesse. D'habitude, je suis reçu bien sûr par les chefs d'État, par les plus hautes personnalités politiques des pays que je visite, mais il me semble important qu'une organisation comme le Conseil de l'Europe, qui a une politique en faveur de la jeunesse, qui est une politique très dynamique, qui est reconnue pour ce dynamisme, le président puisse rencontrer les représentants de la jeunesse, qu'ils soient universitaires ou tout simplement représentants d'organisations dites de jeunesse. Voilà, donc je suis très heureux parce que vous n'êtes pas n'importe quelle université, vous êtes une des plus célèbres universités qui apprend le droit aussi international, et que j'ai moi-même dans ma circonscription, dans ma ville qui s'appelle Damary-les-Lys, qui est une ville française de 22 000 habitants. J'ai une université donc dans l'agglomération qui est une université de droit, qui est l'une des plus cotées de France. C'est celle de Paris 2 à Assas, et ça me semble important aussi donc que je puisse vous le dire, car il est évident que si un jour vous souhaitez avoir des relations avec cette université, ce sera avec beaucoup de plaisir que je le ferai, comme je l'ai proposé dernièrement à l'université de droit d'Odessa. Voilà, donc vous avez dit un certain nombre de choses. Vous avez dit l'essentiel en ce qui me concerne, mais le plus important quand même, c'est que je suis un homme comme tout le monde. Je suis un homme comme tout le monde, avec ses qualités, avec ses défauts, avec un certain nombre de passions, et ma passion, c'est la politique, mais c'est surtout le Conseil de l'Europe. Je dirais que c'est le Conseil de l'Europe avant d'être la politique, parce qu'au Conseil de l'Europe, on fait de la politique différemment. Dans nos parlements respectifs, dans nos pays respectifs, on fait de la politique qui souvent est de la politique un peu dure, politique quelquefois politicienne, la politique engagée, la politique partisane. Et ce qui différencie l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe des autres parlements nationaux, c'est justement cette originalité qui fait que nous avons des actions transversales, et que c'est vrai que les groupes politiques au sein de cette Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ne jouent pas forcément le même rôle que jouent les formations politiques dans nos parlements nationaux. Vous avez rappelé mon parcours. Il se trouve que, eu égard à mon grand âge, j'ai déjà une expérience, et que cette expérience m'a permis d'assumer toutes les responsabilités politiques en France, enfin pas toutes bien sûr, mais une bonne partie, du simple élu municipal jusqu'au mandat de député que j'exerce aujourd'hui, ce qui me permet aussi de peut-être mieux appréhender un certain nombre de problèmes aujourd'hui à Strasbourg lorsque nous en discutons. Alors, vous parlez du Conseil de l'Europe, c'est d'abord un grand honneur que vous me faites. Et vous parlez du Conseil de l'Europe, c'est un sujet sur lequel je risquerais d'être très long et intarissable. Donc, si vous me permettez, je vais faire une présentation le plus rapide possible, la plus synthétique possible, pour que tout le monde comprenne bien ce que l'on fait. Et puis ensuite, peut-être, pour que ce ne soit pas un monologue, ce serait que vous puissiez me poser des questions, et qu'autant que faire se peut, en fonction de mes compétences, assisté d'une partie de mon équipe, nous puissions tenter d'y répondre. Alors, je vais vous les présenter d'ailleurs. Artemi Karpenko est mon chef de cabinet. Il est russe, ce qui ici n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Xavier Pinon est français. Il est mon conseiller spécial, mis à ma disposition par l'Assemblée nationale française. Et mon ami Peter Sitch, parce que les autres aussi sont des amis, tiens à vous rassurer, mon ami Peter Sitch est mon ancien chef de cabinet qui vient de prendre la direction du bureau du Conseil de l'Europe que nous venons d'ouvrir à Moscou. Et c'est pas de sa faute, il est tchèque. Bon,
personne n'est parfait. Alors, vous dire que le Conseil de l'Europe, c'est effectivement une organisation, la plus ancienne organisation qui existe sur le continent européen, donc la plus ancienne organisation pan-européenne, et qui a été créée en 1949. En 1949, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour une raison toute simple, c'était d'éviter, de faire en sorte qu'on puisse reconnaître à nouveau, qu'on puisse connaître à nouveau des conflits mondiaux comme les deux premières guerres mondiales qui ont endeuillé tout le continent sur lequel nous vivons, vous et moi, en Russie, en France, etc. C'était une idée, c'est toujours une idée qui est une idée généreuse, qui est une idée extraordinaire, et c'est un projet fabuleux. Et c'est nos grands anciens qui ont eu cette idée et qui sont morts malheureusement aujourd'hui étaient des visionnaires parce qu'effectivement il fallait créer une enceinte, il fallait créer une organisation au sein de laquelle tous celles et ceux qui s'étaient entretués et durement battus entre 1939 et 1945 puissent se retrouver. Donc le Conseil de l'Europe, dans un premier temps, malheureusement, n'a pas pu intégrer un certain nombre de pays, dont la Russie, pour des raisons qui étaient essentiellement politiques, mais depuis les années 1990-91, c'est totalement différent, puisque la Russie nous a rejoints en 1996, et je suis très heureux qu'elle ait pu nous rejoindre. J'étais déjà membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et j'avais à l'époque plaidé pour l'adhésion, pour l'intégration de la Russie au sein de ce vaste forum qu'est la Maison de la démocratie à Strasbourg, le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation qui dispose d'une assemblée parlementaire qui est très originale. Je crois que c'est la seule organisation internationale qui dispose d'une telle assemblée parlementaire. Alors bien sûr, il y a l'assemblée parlementaire de l'OTAN, il y a l'assemblée parlementaire de l'OSCE, mais tout ça n'a rien à voir. Nous, c'est vraiment quelque chose de particulier. Nous sommes l'émanation de 47 parlements nationaux, plus des parlements qui sont représentés par des pays qui ont le statut d'observateurs ou de partenaires pour la démocratie. C'est une assemblée parlementaire dont je parlerai beaucoup plus longuement tout à l'heure et qui fait un travail pas suffisamment connu à mon goût. Le Conseil de l'Europe, c'est un secrétaire général qui donc est le secrétaire général de l'ensemble de l'organisation et qui aujourd'hui a un rôle, comment dirais-je, il s'occupe du fonctionnement de la maison, et puis il a aussi en principe un rayonnement international, mais je pense que c'est un poste qui devrait permettre au secrétaire général d'être beaucoup plus politique et d'être un petit peu l'équivalent, toute proportion gardée, pour le continent européen de ce qu'est M. Ban Ki-moon au niveau des Nations Unies. Le Conseil de l'Europe, c'est aussi un comité des ministres, des 47 États, donc 47 ministres, représentés de manière permanente à Strasbourg par des ambassadeurs, qui siègent au comité des ministres. Le Conseil de l'Europe, c'est aussi le congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et qui est un organe qui rassemble en son sein les représentants de toutes les collectivités locales, territoriales, régionales des 47 États membres. Le Conseil de l'Europe, c'est aussi un commissaire européen aux droits de l'homme, qui est élu pour un mandat de 6 ans et qui fait un travail remarquable et qui couvre l'ensemble des 47 pays. Et puis le Conseil de l'Europe aussi, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une cour qui vous concerne directement, eu égard aux études que vous êtes en train de mener, une Cour européenne des droits de l'homme qui a une réputation importante et qui peut être saisie par n'importe quel citoyen des 47 États, donc parmi les 800 millions d'Européens, qui, après avoir épuisé tous les recours possibles du système judiciaire de chaque pays, peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme sont élus. Ils sont élus par les parlementaires et qui siègent au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Un juge par pays et peut-être prochainement un juge qui représentera l'Union européenne, puisque l'Union européenne a décidé d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui serait une excellente chose pour nous, et je pense qu'il fera de cette Cour, avec la Cour de justice de l'Union européenne, un système judiciaire qui sera encore beaucoup plus performant au niveau du continent européen.
Le Conseil de l'Europe, c'est aussi un certain nombre d'organes, comme la Commission de Venise, qui est une commission qui dit le droit, une commission qui compte en son sein davantage de membres que compte le Conseil de l'Europe. Le Maroc, par exemple, en fait partie, la Russie, les États-Unis aussi nous ont rejoints, je crois, et encore d'autres pays. Une commission qui est de plus en plus sollicitée soit par l'un des organes du Conseil de l'Europe, soit par les États eux-mêmes, qui, lorsqu'ils décident de légiférer sur des textes un peu particuliers ou de réviser leur constitution, consultent la Commission de Venise pour qu'elle dise le droit et qu'elle émette un avis sur les textes qui sont soit votés, soit viennent en discussion dans les parlements nationaux, dans les parlements respectifs. Le Conseil de l'Europe, c'est aussi le comité de prévention contre la torture, qui est un organe qui est chargé de veiller au respect d'un certain nombre de critères dans ce qu'on appelle les prisons, donc des lieux de privation de liberté. Le Conseil de l'Europe, c'est aussi le GRECO, le groupe d'États qui est chargé de lutter contre la corruption, le GRETA, et qui est un groupe d'États chargé de lutter contre la traite des êtres humains. C'est Moneval, qui est un organe qui est chargé de lutter contre le blanchiment d'argent. Nous avons aussi un autre organe qui est chargé d'évaluer chaque année la justice, le système judiciaire dans chacun de nos États. C'est aussi la direction européenne de la qualité du médicament, donc la pharmacopée, et puis c'est le Centre européen de la jeunesse, avec 2 centres européens de la jeunesse, l'un à Strasbourg bien sûr, l'autre à Budapest. C'est encore beaucoup d'autres organes qui, au sein du Conseil de l'Europe, font que véritablement, c'est la maison de la démocratie et c'est en ce lieu, dans cette organisation, que sont véhiculées un certain nombre de valeurs qui toutes tournent autour des droits de l'homme et du respect de l'état de droit. Alors le Conseil de l'Europe, il faut souhaiter en faire partie lorsqu'on est un État. Il faut faire acte de candidature. Donc, dans un premier temps, il y avait quelques pays fondateurs, cofondateurs, et puis au fil des années, les États, le nombre d'États a grandi. Aujourd'hui, nous sommes 47. 47 États, c'est donc tout le continent européen et au-delà de ce qu'on appelle traditionnellement l'Europe, puisque la Turquie en fait partie, et la Turquie est on peut dire, l'un des pays cofondateurs, puisqu'ils nous ont rejoints en 6 ans après, je crois, 3 mois après, donc on peut dire que c'est un pays cofondateur, ils sont avec nous depuis 1949. Nous avons donc tous les États, ou presque tous les États qui faisaient partie de l'ex-Union soviétique, à l'exception de la Biélorussie, qui avait un statut d'invité spécial et qui a perdu son statut d'invité spécial dans la mesure où, dans ce pays, les droits de l'homme ne sont pas respectés selon les critères qui sont ceux du Conseil de l'Europe et que la peine de mort continue à être appliquée en Biélorussie, et ce qui pour nous, bien sûr, est une condition sine qua non. Et nous discutons aujourd'hui avec la Biélorussie pour obtenir un moratoire en ce qui concerne la peine de mort, afin qu'ils puissent récupérer, après examen, je l'espère, leur statut d'invité spécial. Donc 47 États, plus des partenaires pour la démocratie, le Parlement du Maroc, le Conseil national de la Palestine, d'autres États qui frappent à la porte du Conseil de l'Europe pour obtenir ce statut de partenaire pour la démocratie. Je pense à la Jordanie, je pense au Kurdistan, le Kazakhstan également est candidat. Je pense aussi qu'il y aura d'autres États, notamment situés au sud de la Méditerranée, qui demain souhaiteront nous rejoindre en tant que partenaires pour la démocratie pour qu'on puisse leur faire partager notre expérience et les aider à devenir des États de droit. Car notre objectif, c'est d'assister, c'est de partager une expérience, c'est d'aider ces États qui, aujourd'hui, ont subi un certain nombre d'événements, de transformations politiques. Je pense à la Tunisie, je pense à l'Algérie, je pense à l'Égypte, je pense à la Libye. Je l'espère un jour à la Syrie, pourront donc nous rejoindre et qu'ils profiteront aussi de notre savoir-faire. Le Conseil de l'Europe, c'est une assemblée parlementaire qui est composée de 636 parlementaires. 636 parlementaires, 318 parlementaires titulaires et 318 parlementaires suppléants. Les suppléants jouent le même rôle que les titulaires, mais il n'y a que 318 sièges de titulaires au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
des délégations qui varient, dont l'importance varie en fonction de l'importance du pays. Il y a 5 grandes délégations. Il y a la Russie, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie et il y a la Grande-Bretagne. 36 membres, 18 titulaires, 18 suppléants. Et puis ensuite, on pourrait aussi se poser la question par rapport à la Turquie, qui est un grand pays sur un plan démographique, mais pas d'ailleurs que démographique, et qui ne dispose pas donc d'autant de parlementaires que les 5 grands pays que je viens de citer. Et puis, il y a des petites délégations, comme celle d'Andorre, comme celle de San Marin, comme celle de Liechtenstein. Mais chaque délégation, chaque État a les mêmes pouvoirs, quelle que soit sa taille. Nous sommes désignés, nous sommes élus par nos parlements respectifs. C'est-à-dire que la délégation russe dont vous avez parlé tout à l'heure, qui aujourd'hui est présidée par mon ami Alexis Pouchkov, qui l'était hier par mon autre ami Kozachev, et puis il y avait aussi un homme politique important, russe, qui a siégé au Conseil de l'Europe, c'était Margelov. Margelov qui a joué un rôle important au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc ces parlementaires sont désignés par le Parlement respectif. C'est la Douma d'État qui a donc désigné les parlementaires. Il y a l'autre, il n'y a que la Douma qui est représentée. Il y a les deux. Voilà, donc il y a les deux chambres. Les deux chambres de l'État russe qui sont représentées au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Bon, nous siégeons en principe pour la durée de nos mandats nationaux, et puis nous prenons un certain nombre de responsabilités. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est composée de 8 commissions aujourd'hui, qui sont toutes importantes, la commission des affaires politiques, la commission du monitoring, celle des affaires juridiques, la culture, les migrations, l'égalité, je dois en oublier une, je ne sais plus laquelle, le règlement, et puis la commission des affaires sociales, qui sont composées, donc ces commissions, de membres désignés par les délégations nationales et présidées par des présidents qui, eux, sont choisis par les différents groupes politiques. Lorsque nous voulons examiner un texte, le texte, il faut d'abord qu'il fasse l'objet d'un projet de résolution. Donc ce projet de résolution, par exemple, si vous voulez faire un texte, qu'on puisse discuter d'un sujet particulier, mais il faut rédiger un projet de résolution. Ce projet de résolution, ensuite, il y a des critères particuliers. Il faut le faire signer par un minimum de parlementaires représentant un minimum de groupes politiques et un minimum d'États. Une fois que la résolution est signée, est rédigée et co-signée, elle est présentée au bureau de l'Assemblée parlementaire qui décide ou non de donner suite. Si on ne donne pas suite, on l'examine et on classe. Et si on donne suite, on décide de l'envoyer dans une commission ou dans plusieurs commissions pour rapport ou pour avis. Et ce texte, bien sûr, ensuite est préparé sous le contrôle d'un ou plusieurs rapporteurs et par le secrétariat de la commission. Il est examiné par la commission et ensuite il vient donc en discussion devant l'Assemblée parlementaire en fonction de l'ordre du jour qui est établi par le bureau. Alors nous évoquons des sujets qui sont très divers, très variés et qui font l'objet soit d'un projet de résolution et d'un projet de recommandation, ou les deux. Ça dépend bien sûr de l'importance du sujet. La différence, c'est que la résolution ne concerne que les parlements, que l'Assemblée parlementaire et que les parlements, alors que le projet de recommandation est beaucoup plus important parce qu'il est transmis au comité des ministres du Conseil de l'Europe, et les représentants des ministres des 47 sont donc chargés et tenus de faire réponse au projet de recommandation, et d'ailleurs au projet de résolution aussi en principe, et de transmettre donc ces recommandations à leurs gouvernements respectifs. Alors ça, si vous voulez, c'est le travail classique. Bon, il y a 4 parties de session par an, ce qui est fort peu pour une assemblée aussi importante. Donc 4 sessions de 4 jours et demi par an, c'est vraiment très très peu, une par trimestre, enfin un peu plus. Et nous avons des commissions permanentes, et puis nous avons aussi bien sûr des commissions qui se réunissent, elles, en fonction de l'ordre du jour. L'Assemblée parlementaire, c'est en dehors de cela, bien sûr, le travail du président. Donc le président, soit il exerce pleinement ses responsabilités, ou alors eh bien, il suit un petit peu les événements. Voilà. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait le choix
d'être un président à plein temps, avec bien sûr autorisation du président de l'Assemblée nationale française, qui m'a donné la possibilité d'être complètement dispensé d'être au Parlement français et de pouvoir consacrer pleinement ces 24 mois de présidence au travail de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En ce qui me concerne, donc, mes priorités avaient été définies dès le départ, savoir rendre cette Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe beaucoup plus politique, beaucoup plus réactive, beaucoup plus dynamique aussi, et qui colle à la réalité des événements, car réunir une assemblée parlementaire 4 semaines de session par an, entre les intercessions, c'est long. Donc ça veut dire que l'actualité, elle n'attend pas qu'on se réunisse, elle est là, elle est présente, donc il faut coller aux réalités. Notre objectif était de développer, ou voire même de créer, des relations avec un certain nombre d'autres organisations régionales. Alors évidemment, on pense tout de suite aux Nations Unies, qui, elle, est plus qu'une organisation régionale. Les Nations Unies, ce sont les Nations Unies. Donc j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois à New York pour rencontrer 2 fois le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, que j'ai reçu à Strasbourg. Je suis allé à Genève pour discuter aussi avec les représentants des Nations Unies et pour voir comment nous pouvions mieux travailler ensemble, mieux coordonner nos actions, notamment dans un certain nombre de domaines qu'eux-mêmes traitent et que nous traitons. Je pense aux réfugiés. J'ai rencontré à Genève le haut représentant qui est chargé des réfugiés. J'ai rencontré à Genève la haute représentante qui est chargée des droits de l'homme. Donc vous voyez, ce sont des sujets que nous traitons régulièrement au Conseil de l'Europe. J'ai souhaité aussi, bien sûr, essayer d'avoir des relations beaucoup plus étroites avec l'Union européenne, ce qui n'est pas chose aisée. Je suis français, donc mon pays est membre de l'Union européenne, mais c'est un petit peu compliqué parce que l'Union européenne, qui est née bien après le Conseil de l'Europe. On peut considérer d'ailleurs que l'Union européenne est née du Conseil de l'Europe. C'est nous qui avons, le Conseil de l'Europe, qui avons finalement favorisé la création de l'Union européenne. Et l'Union européenne qui a un petit peu tendance à oublier que tout ce qui touche aux droits de l'homme, c'est de la compétence du Conseil de l'Europe. C'est nous, le Conseil de l'Europe, qui sommes chargés de faire respecter les droits de l'homme. Donc il a fallu essayer de travailler, avec quelques succès quand même, de manière à ce que l'on coordonne mieux nos actions, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont 28 États, et que parmi ces 28 États, tous font partie du Conseil de l'Europe, et que il y a encore 19 autres États qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui font partie du Conseil de l'Europe, et que nous sommes les mieux placés, me semble-t-il, pour évoquer la politique de voisinage que mène l'Union européenne avec ces États, puisqu'ils sont membres du Conseil de l'Europe. Et puis faire en sorte aussi que l'Union européenne évite de recréer un certain nombre d'organes qui existent déjà au niveau du Conseil de l'Europe. Je pense à l'Agence des droits fondamentaux de Vienne, qui n'est ni plus ni moins qu'une réplique de ce qu'est le Conseil de l'Europe. Je pense au haut représentant de l'Union européenne qui est chargé des droits de l'homme, qui n'est autre finalement qu'une réplique de notre propre commissaire européen aux droits de l'homme. d'Euronest, qui est une organisation qui a été créée par l'Union européenne et qui s'occupe des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, à l'est de l'Union européenne, mais qui sont tous membres du Conseil de l'Europe. Donc je pense que créer en doublon des organes comme ceci n'est pas forcément quelque chose de très judicieux, et nous le regrettons. Et puis essayer aussi de mieux nous coordonner sur tous les sujets de société qui nous concernent directement. Et puis j'ai souhaité aussi créer des relations très étroites avec les autres organisations régionales, ce qui existait sur le papier, mais qui n'existait pas concrètement. Je pense au Conseil nordique, je pense à la communauté des États indépendants. J'ai pu, grâce à Mme Matvienko et M. Naryshkin, m'exprimer à Saint-Pétersbourg devant le bureau de l'Assemblée interparlementaire de la communauté des États indépendants, ce qui était une première, et je pense que c'était très positif parce que nous avons besoin donc de discuter, de dialoguer avec ce type d'organisation régionale. Je pense à celle qui regroupe tous les pays qui sont autour de la mer Noire. Je pense aussi bien sûr au centre Nord-Sud, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est un organe qui dépend du Conseil de l'Europe et qui est responsable, qui est chargé d'avoir un vrai dialogue
entre le Conseil de l'Europe, entre les pays du Nord du Conseil de l'Europe et les pays du Sud, et bien sûr ceux qui se trouvent au sud de la Méditerranée. Donc ça, ce sont comment dirais-je, des ambitions politiques. C'était les priorités. Autre priorité, c'était d'apporter la contribution du Conseil de l'Europe au règlement de conflits qui sont considérés comme étant des conflits gelés. Bon, le plus célèbre d'entre eux est le conflit qui oppose aujourd'hui deux pays membres du Conseil de l'Europe, à savoir l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en ce qui concerne le Haut-Karabakh. Donc essayer de voir comment concrètement on peut apporter notre contribution aux actions qui sont menées par une autre organisation, celle de l'OSCE, pour tenter de trouver une solution à ce conflit du Haut-Karabakh en respectant ce qui est fait au sein du groupe de Minsk, qui est un groupe qui a été composé au sein de l'OSCE. Et puis beaucoup d'autres conflits gelés, notamment celui de Chypre, celui de la Transnistrie en Moldavie, qui est une région séparatiste. J'ai effectué 3 déplacements en Moldavie, 3 déplacements en Transnistrie, rencontrant les parlementaires du Parlement de la Moldavie, ceux du Soviet suprême de Transnistrie, pour voir comment essayer de régler ce problème qui n'a plus aucune raison d'être en 2013-2014. Essayer aussi de servir entre la Russie et la Géorgie en ce qui concerne donc le problème des personnes déplacées d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, puisque si nous n'avons pas à intervenir sur le fond du problème qui aujourd'hui oppose ces deux pays que je viens de citer, nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que les personnes déplacées, réfugiées, puissent vivre décemment. Autre grande priorité, bien sûr, que j'ai essayé de faire, c'est de coller au mieux aux réalités. Je pense à la Roumanie, lorsqu'il y a eu cette tentative de destitution du chef de l'État roumain, donc me rendant en Roumanie pour discuter avec les autorités politiques de ce pays, afin de leur faire prendre conscience que il fallait respecter les critères, les engagements, la Hongrie avec les différentes lois qui ont été votées. Donc dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe, durant ces 2 années, ça aura été bien sûr une succession d'interventions et puis de visites. J'ai pu visiter non pas la quasi-totalité des pays, mais une bonne partie. Sur les 47, je pense en avoir visité quelque chose comme 37, un peu plus, même peut-être 40, je crois, une quarantaine. À dire que c'était particulièrement enrichissant. J'ai pu rencontrer la plupart des chefs d'État, la plupart des premiers ministres, la plupart des présidents de Parlement, échanger avec eux, rencontrer les parlementaires, délégation par délégation, pour mieux les associer au travail fait à Strasbourg, et puis bien sûr avec des grands moments. Tout à l'heure, vous avez cité l'entretien que j'ai eu avec M. Naryshkin. Je tiens à vous dire, je ne le dis pas parce que je suis ici à Moscou, c'est une réalité. L'année 2013 aura connu un grand moment. Nous avons reçu beaucoup de chefs d'État, beaucoup de personnalités, mais nous avons reçu le président de la Douma. Et ce n'est pas rien de recevoir le président de la Douma et de lui donner la parole devant l'Assemblée parlementaire. Je vais vous dire que le discours qu'il a prononcé, c'est un discours qui fera date. C'est la voix de la Russie qui s'est exprimée à Strasbourg au sein de l'Assemblée parlementaire. Il nous a fait un discours très encourageant. Il nous a fait un discours qui témoigne de l'intérêt de la Russie pour le Conseil de l'Europe. Il a aussi accepté de répondre très gentiment et avec beaucoup de compétences à un certain nombre de questions qui lui ont été posées. Ce restera un des moments clés de l'année 2013 et cela arrivait en même temps que les événements que vous connaissez en Syrie. Et j'avais obtenu, lors de cette même session, l'organisation d'un débat d'urgence sur, justement, la situation en Syrie. Et je dois dire que ça a été, pour les représentants des 47 parlements nationaux du Conseil de l'Europe, une occasion exceptionnelle de pouvoir s'exprimer, de pouvoir voter sur un tel sujet, et qu'il y a eu une quasi-unanimité qui s'est dégagée pour soutenir la position russe en ce qui concerne donc la Syrie, à savoir favoriser une solution politique, favoriser le dialogue, plutôt qu'une solution militaire à un problème aussi pointu, aussi sensible que celui de la Syrie. Voilà. J'ai eu l'occasion donc de rencontrer des femmes et des hommes exceptionnels. J'ai été reçu il y a environ un mois déjà par le pape François
au Vatican, dans son bureau, en tête-à-tête. 40 minutes d'entretien avec le pape François est un événement qui marque la vie d'un homme, bien évidemment, et je l'ai invité à venir s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour lui aussi nous délivrer un message. Avec le pape François, les sujets qui ont été abordés sont des sujets, vous vous en doutez, qui touchent bien sûr la situation des réfugiés, la situation humanitaire de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui sont obligés de quitter leur sol natal, de se réfugier pour garder la vie sauve et qui voient leur vie gâchée, car j'ai pu rencontrer, notamment en Grèce, dans des camps que je suis allé visiter, des familles totalement décomposées, avec des enfants, de jeunes enfants. J'ai retrouvé des photos que j'avais prises lors de mes visites de ce camp, qui sont absolument dramatiques, des enfants, des mineurs de 10-12 ans qui tendent les bras à travers des grilles pour appeler au secours, en quelque sorte, et qui ne savent même pas ce que sont devenus leurs parents, les mêmes parents qui ne savent pas ce que sont devenus leurs enfants. Donc ça, c'est une véritable catastrophe humanitaire. C'est le rôle du Conseil de l'Europe d'attirer l'attention du monde entier sur ce que nous vivons, et on en revient au dialogue nord-sud, de faire comprendre à tous les États, qu'ils soient situés au nord, à l'est, à l'ouest, que ce qui se passe aujourd'hui au sud nous concerne tous et qu'on ne peut pas accepter ça. Le Conseil de l'Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été créé en 1949, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous pensions que plus jamais nous aurions à connaître de conflits. Malheureusement, le monde aujourd'hui est toujours frappé, marqué par des conflits. Le continent africain est un véritable champ de bataille où il suffit de regarder la télévision au quotidien pour voir, et depuis des décennies, qu'on n'arrête pas, on ne cesse pas de se battre sur le continent africain. Ce sont des femmes, des hommes, surtout des femmes et des enfants d'ailleurs, parce que le conflit est toujours à l'origine de la stupidité de l'homme et qui aujourd'hui vivent des tragédies. Donc notre devoir, c'est d'alerter. On considère que nous sommes la conscience de l'Europe. Eh bien, c'est que cette conscience de l'Europe continue à alerter toutes les générations, et vous en particulier, parce que vous représentez l'avenir de ce qui se passe aujourd'hui, et que la démocratie, la liberté, la paix sont des choses qui sont toujours très fragiles et qu'il faut protéger. Donc voilà ce que fait le Conseil de l'Europe, un petit peu rapidement. J'avais un très beau discours qui a été très bien écrit par la personne qui est à ma droite, que j'ai lu ce matin avec beaucoup d'intérêt, et je vous le donnerai, comme ça vous aurez une trace écrite de ce que je viens de dire, mais je pensais que le faire de cette façon était beaucoup plus vivante. En tout cas, n'hésitez pas, si demain vous avez l'occasion de venir à Strasbourg et de visiter cette grande maison de la démocratie qu'est le Conseil de l'Europe, venez. Si vous avez l'occasion de venir au Centre européen de la jeunesse, venez. Et vous verrez que vous aussi, vous y sentirez bien. Et puis peut-être, comme vous l'avez dit, cher monsieur, tout à l'heure, peut-être que parmi vous, il y a des futurs membres de la délégation russe qui siégera au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et puis qui sait, peut-être qu'il y a parmi vous un futur président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que véritablement, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Voilà, merci beaucoup de votre écoute.